Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de The Two Perfect Scent qui se concentre cette fois à la fois sur Mia et sur Philia qui, malgré les obstacles qu'elles ont pu affronter dans la vie, arrivent à faire changer l'opinion des gens autour d'elles pour le meilleur, pour le coup. Et ouais, ça fait vraiment chaud au cœur. Cet épisode parle notamment de dépression. Alors on y reviendra sur mon avis sur la question, mais ouais, franchement, les choses commencent à bouger et c'est une bonne chose. Donc, ça commence avec Philia, du coup, qui a potentiellement trouvé une solution pour, du coup, régler le problème des monstres dans la totalité du continent. Pas simplement dans le pays de Parnacorta ou du pays de Gertonia. Elle a une solution pour que tout le continent soit sauvé. Et c'est mine de rien assez simple. Ça consisterait tout simplement, en fait, à créer, en fait, un cercle magique, une barrière magique sur l'ensemble du continent. Donc elle en discute un petit peu avec Grace et elle en discute un petit peu avec Oswald. Le problème, c'est que même si c'est une sainte exceptionnelle, Philia n'a pas assez d'énergie magique, même en prenant celle de la nature autour d'elle, pour ériger une barrière aussi importante. Et c'est là du coup qu'elle est venue avec une idée toute simple, c'est qu'il existe un sort, un ancien rituel de convergence magique qui permettrait de regrouper l'énergie de plusieurs saintes, globalement en une seule potentiellement, pour pouvoir activer un, un rituel de ce niveau-là. Et du coup, donc, elle demande de l'aide à Grace, puisque c'est la chose principale qu'a apprise Philia au cours de ces quelques mois à Parnakota, c'est que c'est ok en fait de demander de l'aide. C'est c'est très valeureux, c'est très courageux de vouloir tout affronter par soi-même, de vouloir tout régler par soi-même. Mais il faut aussi savoir parfois demander de l'aide. Ça n'a rien de honteux, ça n'a rien de mauvais. Et c'est la leçon principale qu'a retenue Philia depuis qu'elle est à Parnakota. Et voilà, donc elle demande de l'aide à Grace. Elle se dit, de toute façon, même à nous deux, on n'aura pas assez d'énergie, c'est pas possible. C'est là qu'elle remet sur la table le fait que Grace a trois sœurs aînées, qui sont elles aussi des saintes. Donc parce que la lignée de Grace, tout comme celle de Philia, c'est une lignée qui a tendance à produire pas mal de saintes. Donc c'est pour ça du coup qu'elle compte et céder également de l'énergie des trois sœurs de Grace. Donc elle veut apprendre ce sortilège à Grace pour qu'elle puisse le transmettre à ses sœurs et qu'ensemble elles puissent faire quelque chose de correct. Dans ma tête, je me suis dit, tu veux pas demander à Mia aussi? Alors je sais bien, tout le problème avec Mia, c'est qu'a priori, elle ne connaît pas cette ancienne langue. Je pense qu'elle serait capable de l'apprendre. Je sais pas exactement combien de temps ça prendrait, c'est sûr. Et vu que la situation est assez urgente, c'est pas sûr que ça puisse se faire, mais peut-être l'ancienne sainte, peut-être qu'ils pourraient mobiliser un petit peu l'énergie de leur tante, parce que c'est pas clair en fait si leur tante est encore en vie ou pas du tout. C'est pas précisé dans la série, donc potentiellement si elle est encore en vie, peut-être moyen quoi. Et donc du coup, Grace du coup accepte. Elle considère que au début elle est un petit peu hésitante, mais si c'est pour aider Philia, qui est quand même son idole, qui est quand même la personne qu'elle admire le plus, elle est prête à faire les efforts qu'il faut et à tout mettre en son pouvoir pour pouvoir l'aider. Et ouais, je trouve ça très touchant parce qu'on voit vraiment l'impact qu'a eu Philia sur cette petite, qui a commencé juste en lisant un de ses livres et qui malgré tout continue à s'accrocher, continue à essayer de tout faire pour l'aider. Franchement, c'est plutôt mignon. Philia va également avoir un rendez-vous avec le roi de Parnakota. Et au début, elle se dit mince, pourquoi est-ce qu'on me convoque? J'ai fait quelque chose de mal. Mais Oswald essaie un petit peu de la rassurer. Et en fait, non, c'est juste que le roi veut la rencontrer et veut la féliciter et la remercier pour tout le dur travail qu'elle a fait, en fait. Parce qu'elle a quand même accompli un sacré miracle, quoi. Et du coup, donc voilà, il lui dit, écoutez, dites-moi ce que vous désirez et je vais tout faire pour accéder à votre souhait, en fait. Et c'est ça que j'aime bien, c'est il dit pas je ferai en sorte que votre souhait devienne réalité ou autre, il va dire je vais tout faire en mon pouvoir en fonction de si c'est réalisable ou pas pour vous offrir ce que vous désirez pour vous remercier de tout ce que vous avez fait pour nous en fait quoi.
Et du coup, bah, en fait, c'est là où Filia va révéler ses vrais sentiments, globalement, va s'autoriser à dire les choses. C'est-à-dire, bah, en fait, elle veut pouvoir aider sa sœur, en fait, quoi. C'est la chose la plus importante pour elle à l'heure actuelle. Elle veut pouvoir aider sa sœur. Et donc, du coup, voilà, c'est le roi est heureux. Du coup, il se doutait bien que c'était ça qu'elle avait en tête, probablement parce qu'il a parlé un petit peu avec ses fils, notamment avec Oswald. Mais voilà, il voulait l'entendre de sa propre bouche et il lui dit, bah, vous savez, les choses avancent quand même vachement mieux quand on les demande à voix haute, en fait. Et il précise un truc, c'est qu'effectivement, Ophelia, elle, en tant que sainte, en fait, de par son statut, elle a peur, en fait, d'exprimer vraiment ce qu'elle pense. Mais parce qu'elle a été élevée comme ça. C'est à chaque fois qu'elle voulait ouais, dire les choses qui lui plaisaient, essayer de s'affirmer un petit peu autre, elle se prenait un revers immédiat, quoi. Et on disait non, non, mais ton avis ne compte pas, ton avis n'est pas intéressant, ce genre de choses, quoi. Donc ouais, c'est terrible, mais elle a fini par apprendre ce comportement. Et du coup, bah, c'est petit à petit quelque chose qu'elle doit désapprendre, une vision du monde différente qu'elle doit commencer à embrasser. Et voilà, petit à petit, ça commence à se faire. Et elle réalise notamment que bah, depuis tout ce temps, en fait, depuis qu'elle est partie de Gertonia et qu'elle a laissé un peu sa sœur toute seule se débrouiller, bah, en fait, elle avait la trouille, en fait, quoi, pour sa sœur. Qu'il lui arrive quelque chose et peur de la perdre aussi, quoi. Donc là, voilà, d'avoir au moins la famille royale de son côté, ça fait que ça lui, elle a l'esprit un peu plus tranquille, quoi. Elle a également une petite discussion avec le prince Reinhardt, le prince aîné du prince Oswald, puisqu'en gros, bah, il essaye de lui dire, bah, voilà, que prenez quand même soin de vous, c'est très admirable de vouloir faire les choses pour, parce que Lia lui explique que elle veut pouvoir aider les gens qu'elle connaît, mais également des gens qu'elle connaît pas, et sa famille, et que c'est quelque chose qui la rend heureuse, et que voilà, elle essaye de lui faire comprendre que si, comme il lui a dit dans cet épisode-là, si elle a un devoir divin d'aider les autres, puisque bah, lui étant né prince de toute façon, il doit hériter d'un truc, voilà, c'est que si elle a vraiment une destinée divine, bah, elle mourra pas juste comme ça, quoi. Et visiblement, la façon dont elle se comporte, la vision des choses qu'elle a, lui rappelle beaucoup Dame Elisabeth, sa fiancée, la femme qu'il aimait, qui malheureusement est décédée. Et ouais, on dirait qu'il recommence à retrouver un petit peu d'espoir, ce qui va du coup être mis en parallèle avec la situation du prince Fernando, du royaume de Girtonia, donc le frère aîné de Julius, qui en gros, ça fait une petite douzaine d'années qu'il est confiné dans une résidence à l'extérieur du palais, parce qu'on nous explique qu'il a toujours eu la santé un peu fragile, et en gros que quand il était plus jeune, et bah, comment dire, tous les partisans du prince Julius, les activistes, les arrivistes, bah, ils l'ont en fait écarté, ils l'ont foutu là-dedans, soi-disant pour qu'il aille mieux. Et en fait, bah, au niveau de sa santé, ça s'est jamais vraiment trop amélioré. Et son mental a pris un coup de fou, quoi. Il est en pleine dépression, le pauvre gars, quoi. Et ça se comprend, en fait. Mais en même temps, il y a des choses qui nous sont révélées dans cet épisode que j'ai vu venir. Au début, je me suis dit, ah, je l'ai peut-être mal jugé, en fait. Mais non, non, il y a des trucs qui sont très réels à cette situation-là. Puisque du coup, donc, Mia voulait, dans l'épisode précédent, faire en sorte que le prince Fernando, du coup, remonte sur le trône. Et donc, elle va avoir l'occasion de lui parler, d'aller le voir. Puisqu'en fait, donc, un des chevaliers de sa garde personnelle, nouveau, et ben, c'est un des partisans du prince Fernando, qui a notamment été anciennement chef de sa garde à lui. Et qui est du coup un partisan. En gros, elle est avec des gens qui ont les mêmes pensées qu'elle, quoi. Et donc, en gros, donc, elle va le voir. Et en fait, le prince Fernando, ouais, il est toujours un peu malade. Et en fait, il a une attitude un petit peu à la Oswald, un petit peu à la je m'en foutiste. Et en fait, il a tellement. Comment dire? Oui, il a abandonné, en fait. Il a baissé les bras. C'est pour lui, il ne s'imagine plus, en fait, être capable de remonter sur le trône. Il pense qu'il va juste créer de nouveaux conflits, ce qu'il n'a pas envie. Et ce qu'on va découvrir, c'est qu'en fait, bah, Filia, elle avait certes trouvé un médicament pour son père, mais également pour lui. Et en fait, là où on pourrait croire que bah, c'est son frère qui lui a juste enlevé des mains, ce qu'on découvre, et je m'en doutais un petit peu, c'est qu'en fait, bah, c'est lui qui a arrêté de prendre ce médicament. Pas nécessairement pour les raisons auxquelles je pensais, mais un peu quand même.
Parce qu'en fait, quand il a commencé à récupérer de la force, en fait, il s'est dit, mais alors dans ce cas-là, ça veut dire que je vais pouvoir revenir dans la course au trône, donc mon frère va vouloir essayer de me tuer. Non. C'est pas trop. Non, non, je suis pas en sécurité, c'est pas la peine, quoi. Mais c'est aussi parce que, et ça c'est quelque chose auquel je peux parfaitement m'identifier, c'est que c'est triste à dire, et c'est pas quelque chose qui est facile à avouer, que ce soit à soi-même ou aux autres, mais par certains aspects, le désespoir nous paraît familier quand on a été dedans pendant suffisamment longtemps. Et ouais, comme il le dit, c'est pas de ma faute, c'est la maladie. C'est très facile de se raccrocher à un diagnostic qu'on a eu, physique tout comme mental, et je dois bien m'avouer être coupable là-dessus, de se dire, ouais, si je suis comme ça, c'est pas de ma faute, donc les gens ont pas de critique à me faire. Ce qui, d'une partie, c'est vrai qu'on peut pas changer la personne qu'on est, juste comme ça, d'un claquement de doigts, et parce que les autres ont décidé que, mais en même temps, ça ne peut pas justifier toutes nos actions, surtout celles qui sont les plus, comment dire, discutables. C'est tu ne peux pas juste justifier d'être un abruti avec les autres juste parce que tu es malade. Ça se comprend, mais ça ne veut pas dire que c'est justifiable. Pour vous donner un exemple, c'est la grande différence que je fais par rapport à des méchants de fiction, par exemple, ou même des personnes peu recommandables qu'on a dans notre monde à nous. Quand je dis que je comprends, c'est-à-dire que je comprends les mécanismes qui les ont amenés à être dans la situation qu'ils sont et à être la personne qu'ils sont. Est-ce que ça veut dire que je suis d'accord avec leurs actes ou que je les trouve justifiables? Non. Ni même excusables. Enfin, justifiables, si. Excusables, pas forcément. C'est une notion, c'est une nuance que les gens ont beaucoup de mal. Pour eux, si tu arrives à trouver ce qui s'appelle des excuses à quelqu'un, c'est forcément que tu considères qu'il a raison, alors que non. C'est juste que quand tu as un minimum d'empathie et un minimum de connaissances psychologiques, tu sais que quelqu'un ne devient pas comme ça, juste comme ça, du jour au lendemain, parce que ça l'éclate. Il y a tout un processus mental quand il était plus jeune principalement, de par l'environnement dans lequel il a grandi, qui a fait que pour survivre, ça paraît un petit peu débile, hein, mais pour survivre, pour survivre et pour garder l'amour et l'attention des gens qui sont importants pour lui, il a développé des stratégies qui, une fois à l'âge adulte, peuvent se transformer de façon plutôt toxique. Ça ne veut pas dire que je vais excuser quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre, par exemple. Mais en fait, le truc, c'est que c'est en comprenant ce genre de mécanisme qu'on peut essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. C'est pour ça que je suis quelqu'un qui est, comment dire, qui considère que le soin psychologique, c'est ultra important. Et clairement, notre société ne fait pas ce qu'il faut pour. Ça, c'est à tous les niveaux possibles. Bon, ça vient peut-être aussi de mon expérience personnelle, hein. Je suis quelqu'un qui est passé par là, qui est allé dans de très mauvais extrêmes. Je suis quelqu'un qui a fait de la psychologie. J'ai que ma licence, mais je travaille pour avoir mon master. Donc c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est comme tout ce qui touche aux enfants, c'est quelque chose je veux défendre, je veux me battre pour ça à mon niveau. Bref, tout ça pour dire que je peux ne pas aimer Julius en tant que personnage. Je peux imaginer pourquoi est-ce qu'il est comme ça aujourd'hui et d'où il vient ce sentiment d'infériorité si énorme qui se sent obligé de rabaisser tout le monde en fait. Tout comme je peux comprendre pourquoi le prince Fernando s'est complètement refermé dans sa dépression et dans son mal-être et dans tout ce qui va avec. Voilà, certains pourraient dire qu'il est lâche, peut-être, mais en même temps avoir peur de la mort, c'est assez humain en fait. C'est ne pas avoir peur de la mort qui commence à devenir inquiétant. Donc bon. Et voilà, Mia va essayer de faire tout son possible pour essayer de lui redonner confiance, de lui redonner de l'espoir, de la joie de vivre. Ce qui du coup pas très efficace parce qu'il la repousse complètement. Mais elle va continuer à s'acharner, elle va continuer à essayer.
Et en gros, elle va petit à petit réussir à le toucher, surtout quand elle va comprendre que ils sont pas si différents l'un que l'autre en fait. Elle aussi a éprouvé ce sentiment de déception, ce sentiment de culpabilité. Ils se ressemblent beaucoup. Et en vrai, je dois bien avouer que s'ils doivent finir ensemble, ça me dérangerait pas des masses. Alors, niveau âge, c'est comme d'habitude, j'ai pas les chiffres exacts en tête. Mais en termes de personnalité, en termes d'histoire, en vrai, ça me dérangerait pas. Je trouve qu'ils se complimentent plutôt bien. Et puis, de toute façon, je pense pas qu'elle va finir avec Julius. Je suis pas convaincue que la série va essayer de donner une rédemption à Julius. Donc, je suis pas convaincue, quoi. Ce qui me fait dire ça, c'est que du coup, elle lui dit notamment que, parce qu'en fait, il a peur d'être considéré comme un perdant. Mais ce qu'elle va lui expliquer, c'est que il peut pas être considéré comme un perdant. Parce qu'un perdant, c'est quelqu'un qui s'est battu. C'est quelqu'un qui a essayé. Alors certes, il n'est pas arrivé au bout de ce qu'il voulait, mais il a quand même essayé. Le prince Fernando, lui, il n'essaye pas. Donc par définition, il peut pas être un perdant. Et c'est quelque chose qui va profondément le marquer. Et ça va lui donner envie, alors qu'elle s'est sauvée parce qu'elle pense avoir parlé un petit peu offline. Euh, en fait, il va avoir envie de la revoir, en fait. Il se dit, bon, elle aura plus envie de me voir, de venir me voir. Voilà, c'est comme ça, elle en aura marre de moi. Et c'est là qu'il se dit, mais à ce compte-là, moi aussi, je peux aller la voir, en fait. Donc, ça va avec ce côté d'essayer de sortir un petit peu de cette dépression, qui est symbolisée aussi par la pièce dans laquelle il est enfermé, qui refuse de quitter. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir que petit à petit, que ce soit Filia ou que ce soit Mia, malgré tout ce qu'elles ont subi quand elles étaient plus jeunes, elles arrivent quand même à inspirer les gens autour d'elles et elles arrivent à ouais, changer les choses à leur niveau, quoi. Et franchement, c'est très inspirant comme histoire. Donc ouais, j'ai vraiment très très hâte de voir où la série va nous emmener sur cet épisode-là. Si, je voulais juste mentionner un dernier petit truc. L'épisode commence avec Filia, on apprend qu'elle est capable de créer des petits bracelets, des petites breloques pour les gens qu'elle aime. Parce qu'elle s'est dit, bon j'ai offert une broche à ma sœur avant de déserter, quoi, globalement. Et donc elle se dit, j'aimerais bien offrir quelque chose de similaire au prince Oswald, en fait, parce qu'il a toujours été bienveillant avec moi depuis que je suis là, donc je veux le remercier, puis ça avait l'air d'avoir plu à ma sœur, donc sait-on jamais, on va essayer. Et elle va aussi offrir un petit bracelet du coup à sa domestique, qui est du coup super ravie d'avoir ça. Donc ouais, petit à petit les choses changent et les choses évoluent de façon positive, donc c'est cool. Voilà, rien de plus à dire sur cet épisode-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 8. Allez, portez-vous bien les gens. Bye.